Merci bien de faire confiance à cette chaîne, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce numéro d'Entre les lignes. 3 sujets à l'ordre du jour. D'abord, il y a les accords de Washington signés le 27 juin dernier, entérinés le 4 décembre aux États-Unis d'Amérique. Et puis on parlera de la lutte contre les sécurités et de l'impératif d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Enfin, on va évoquer ce que d'aucuns appellent depuis un certain moment le dialogue inclusif face aux velléités expansionnistes des États voisins, notamment le Rwanda. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous recevons dans ce numéro Maître Silver Kyunga. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete et il analyse également les questions d'actualité. Maître Kyunga, merci beaucoup de prendre part à cette émission pour la première fois. Meilleurs vœux et excellente année à vous. Oui, merci beaucoup, cher Dan, de l'invitation. Meilleurs vœux à vous et à tous les téléspectateurs. Que l'année 2026 nous apporte bonheur, prospérité et surtout paix pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Kyunga, pour cette présence encore une fois. Mais d'entrée des jeux, un petit mot pour cette année qui vient qui est en train de finir. Comment elle s'est passée, comment elle s'est déroulée pour vous personnellement et puis pour le pays. Bon, en ce qui me concerne, ça n'a pas été une année rose parce que pratiquement au début du second trimestre de cette année, c'est-à-dire au mois d'avril, j'ai perdu ma chère épouse. Ça a été un choc très très dur. Imaginez-vous, avec toutes ces années passées ensemble, près de 40 ans de vie conjugale, et vous vous séparez dans des circonstances-là auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc ça a été un choc vraiment émotionnel et qui a même dérangé ma santé. À tel point que depuis le mois d'octobre, je suis sous cure à cause de ce stress-là, dû à la mort de madame. Bon, pour le pays non plus, l'année n'a pas été rose parce que vous connaissez les problèmes que nous avons à l'Est. Cette insécurité, cette rébellion qui ronge notre pays. Ça met à mal le fonctionnement même normal des institutions. Et puis, la paix et la sécurité, c'est tout de nos frères, nos concitoyens qui sont à l'est du pays. C'est vraiment une année difficile. Voilà pourquoi mon souhait le plus ardent est qu'en 2026, finalement, qu'on trouve une solution pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter toutes ces tueries inutiles qui ne font pas avancer le pays, mais qui ne font que nous reculer. Ça nous recule, ça ne nous aide pas non plus. Maître Silver Kyunga, merci une nouvelle fois. Vous êtes avocat, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, avocat au barreau de Kinshasa Matete, analyste des questions d'actualité. Maître Kyunga, nous avons partagé votre douleur pour cette année 2025, pour votre maman. On espère que elle repose dans la félicité. Et nous partageons également le même vœu que vous. L'année 2026 sera l'année de paix, l'année justement de la quiétude, de l'accalmie ainsi que du développement de notre cher et beau pays. Maître, on va commencer par la première thématique, c'est ces accords de Washington signés le 27 juin, entérinés le 4 décembre. Il y a un débat qui a élu domicile, un débat de droit, sur lesquels on s'appésantissait particulièrement sous les articles 213 et 214 de la Constitution pour certains demandaient à ce que d'abord, préalablement, avant de pouvoir signer et entériner ces accords, il fallait que le Parlement puisse ratifier. Après cela, le gouvernement aurait maintenant la latitude de pouvoir signer ces accords. Article 213, article 214, un débat houleux a élu domicile depuis un moment. Maître Kyunga, en tant qu'homme de droit, en tant que professionnel de droit, quelle est votre lecture par rapport à cette question? Bon, la ratification
d'un accord ou d'un traité Oui. ne précède pas la signature. Ok. La ratification suit la signature. D'accord. C'est-à-dire, les plénipotentiaires, ça peut être le chef de l'État ou, c'est pas moi, un membre du gouvernement qui signe un accord. Ce n'est qu'après, ça dépend du type d'accord, ce n'est qu'après que la ratification intervient. Alors, oui, le président de la République a cette compétence-là pour signer les accords et même pour ratifier certains accords, conformément à l'article 213 que vous venez d'évoquer de la Constitution. Oui. Mais quant au traité est relatif à la paix, oui, à la paix, au commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, les finances publiques, les traités qui concernent la jonction des signatures, la jonction des territoires ou la cession des territoires. Oui. Par exemple, si la RDC doit céder certaines parties de son territoire à un autre État, oui, ou que la RDC doit acquérir des territoires d'un autre pays, oui, ça, la ratification doit se faire par une loi. Et à ce moment-là, ça doit passer au Parlement. C'est-à-dire, lorsque un traité qui requiert ratification par voie légale, par voie de la loi, lorsque la procédure n'est pas encore faite, ce traité-là ne peut pas entrer en vigueur. Ça n'entrera en vigueur que quand il y aura ratification. Alors, maintenant, le traité que nous avons signé aux États-Unis, oui, c'est un traité de paix. C'est un traité de paix. Et l'article 214 est clair, le traité de paix doit être ratifié par une loi. Donc, qui vient en aval. Oui, qui vient en aval. Okay. C'est-à-dire, si nous respectons encore notre Constitution, maintenant, les députés doivent examiner ces traités-là, adopter une loi que le président va promulguer. Mais c'est à ce moment-là que le traité entrera en vigueur. Pas avant. Mais c'est la loi. Mais il y a un délai de ratification, c'est-à-dire après la signature. Est-ce que la Constitution octroie un délai particulier? Bon, il n'y a pas un délai particulier. Normalement, le gouvernement ou parce que le président fait partie de l'exécutif, ils doivent soumettre, maintenant que c'est signé, le président a entériné. Oui. Parce qu'il y a eu la signature du ministre des Affaires étrangères le 27 juin. Les deux chefs d'État ont entériné. Maintenant, il revient au gouvernement de mettre cet état à disposition du Parlement pour que le Parlement puisse en discuter et entériner. Et ratifier. Mais aussi longtemps que le Parlement n'a pas encore ratifié, ce traité n'est pas en vigueur, n'est pas entré en vigueur. Ça, c'est la loi. À moins que nous ne respections pas notre propre Constitution. C'est la loi. C'est la loi. Donc, il faut ratification du Parlement. Et puis, nous allons amener les éléments de ratification, n'est-ce pas, aux partis qui ont servi d'intermédiaires pour dire, voilà, le Parlement est d'accord et ça commence. Mais quand vous lisez ces accords, au bas des accords, c'est écrit, ces accords entrent en vigueur à la date de signature. Oui, mais même si c'est écrit comme ça, un accord ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution du pays. Mais l'État est déjà engagé. Si l'accord va à l'encontre de la Constitution du pays, il faut faire une révision constitutionnelle. C'est cela la règle. Alors, dans les cas sous examen, oui, même si les partis ont dit que l'accord entre en vigueur à la date de sa signature, mais puisque l'article 214 de notre Constitution dit que les traités de paix doivent avoir ratification par une loi, nous devons nous y conformer si nous voulons donner du crédit à nos lois. Mais Maître Kiunga, et si le Parlement rejetait cet accord, dire qu'il est anticonstitutionnel ou n'est pas conforme aux lois de la République? Oui, si le Parlement
rejette l'accord, l'accord ne sera pas exécuté. C'est ça Mais nous nous sommes déjà engagés en tant qu'État auprès des Non. tiers. Lorsque Il n'y a pas de conséquences que le Congo va subir. Lorsque un parlement refuse de ratifier une loi, cette loi n'entre pas en vigueur. C'est la règle. Regardez par exemple les traités internationaux. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un nombre précis de ratifications avant que ce traité n'entre en vigueur. On peut signer un traité même par l'ONU ou n'importe quelle organisation internationale et on dit que ce traité ne pourra entrer en vigueur que si par exemple 70 États ou 100 États signent et ratifient ce traité-là. Alors chaque État examine par rapport à ses lois, par rapport à ses intérêts et dès que le Parlement adopte, on ratifie, on va déposer les éléments, n'est-ce pas, de ratification au siège de l'organisation qui s'occupe de ce traité-là. Jusqu'à ce qu'on va atteindre le nombre requis, alors le traité entre en vigueur, pas avant. Il n'y a aucune conséquence. Si un État refuse un traité parce qu'il estime que ce traité est contre ses intérêts, ce sont droits les plus légitimes. Donc l'État peut se retirer à tout moment. Mais oui. Mais oui. D'ailleurs, même dans ce traité-là, c'est bien écrit qu'un État peut renoncer ou se retirer. Ce n'est pas une prison dans laquelle on est embrigadé, là. C'est ça. Mais si les représentants du peuple estiment que nos intérêts n'ont pas été bien défendus, mais nous pouvons nous retirer. Il y a même beaucoup de raisons pour qu'on se retire de ce. Quelles sont ces raisons, maître, pour lesquelles nous pouvons nous retirer? Mais attendez. J'avais dit que ce traité-là, malheureusement pour nous, nous l'avons signé en position de faiblesse. Parce que lorsque vous avez des pans entiers de votre pays qui sont occupés, vous ne négociez pas en position de force. Vous avez des difficultés pour vous imposer. Voilà pourquoi, dans ce traité-là, par exemple, lorsqu'on nous dit que nous devons ensemble gérer nos ressources avec des pays étrangers. Mais ils disent que ce sont des ressources qui sont transfrontalières, notamment le parc de Virunga qui est à cheval entre la RDC et le Rwanda. Mais attendez. le gaz méthane qui est sur le lac Kivu. Non, quand vous regardez au fond, ce n'est pas ça la réalité. Ah bon? Parce que, oui, nous devons faire très attention. Vous savez, dans les traités, il y a beaucoup de pièges. C'est ainsi qu'il faut envoyer vraiment des vrais spécialistes. Il y a beaucoup de pièges. Oui. Dans un traité, il y a toujours des pièges. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez signer des choses qui vont vous mettre la corde au cou et puis après, vous ne savez plus faire marche arrière. Vous comprenez? Je rappelle, je l'avais déjà fait sur un autre plateau. Je rappelle que le président français est passé une fois ici, dans notre pays, pour dire que le Congo devait partager ses ressources avec les pays voisins. Sarkozy. Tout ça. Je crois que c'était Sarkozy, tout ça. Avec les pays voisins. Vous comprenez? C'était une idée qui était sortie. Et cette idée-là n'était pas une première. Les Occidentaux le disent toujours. Alors, maintenant là, on nous fait dire dans cet accord-là que nos ressources doivent profiter aux pays d'Afrique centrale et tout ça. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce que les ressources de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de Gabon, Centrafrique et consorts, ça profite au Congo? Pourquoi nous, nos ressources doivent profiter aux autres? Vous voyez ça? Donc, c'est quand même un danger. Parce que pour exploiter les ressources communes, comme vous dites là, dans le lac, on n'a pas besoin d'un traité qui doit être fait sous la supervision des Américains. Non. On n'a pas besoin de ça. Peut-être parce qu'il y a conflit entre deux États. Mais c'est des choses qu'on pouvait régler. Parce que, attendez, nous avons un barrage sur la Semiliki, là, qui produit du courant et qui desservit le Rwanda comme le Congo. Est-ce qu'on a eu besoin de Trump pour ça? Non. C'est question de savoir se mettre autour d'une table et de trouver des compromis, c'est tout. Ouais. Mais quand vous suivez les membres du gouvernement, ils disent que c'est dans cet esprit-là que l'accord a été signé, pas pour partager
les ressources naturelles avec les États voisins. C'est juste pour co-gérer ce que nous avons en commun. Mais Maître Kyunga, si vous dites cela, alors, pourquoi s'il y a tous ces pièges-là, donc le Congo est tombé dans tous ces pièges-là, et si c'est vraiment des pièges dans lesquels nous sommes tombés, à votre entendement, pourquoi nous sommes tombés dedans? Bon, nous sommes tombés parce que, bon, soit nous avons été naïfs, soit on nous a dribblés. Vous voyez ça? Parce que, regardez. Oui. Monsieur Kagame, pour justifier ces invasions régulières de la RDC, Oui. prétend qu'il y a des FDLR au Congo. Oui. C'est son argument de prédilection. Il y a des FDLR ici. Et nous, on ne sait pas piquer par quelle mouche. Nous avons accepté, oui, il y a des FDLR ici. Nous sommes tombés dans son piège. Nous sommes tombés dans son piège. Parce que moi, je me suis toujours posé la question, on nous parle FDLR. Ces FDLR-là sont où? Que nous avons reconnus. Ils sont où? Vous vous rappellerez que lors de la guerre de l'AFDEL, qui était soutenue par le Rwanda, eh bien, ces militaires sont partis de l'Est à l'Ouest de la RDC. Vous avez appris le tuerie qu'il y a eu à l'Équateur, dans les camps de réfugiés et tout ça. Ils ont dit qu'ils s'en prenaient aux génocidaires rwandais, qu'ils auraient tués. Ils ont traversé toute la RDC. Alors, ces génocidaires-là, ces FDLR-là, ils ne les ont pas exterminés. Ça, nous sommes en 97. En 98, la rébellion du RCD naît, toujours à l'Est. Ils ont occupé la partie de l'Est pendant pratiquement 5 ans. Le RCD. Et avec tous les autres supplétifs, la RCD, KML et tout et tout. Ces FDLR-là, ils étaient toujours dans cette contrée-là. Ils ne les ont pas exterminés. Et puis est venue la guerre du CNDP. Et puis est venue la guerre du M23, première version, 2009-2013. Maintenant, M23, deuxième version. Alors, les partis qui occupent le M23, de Bunagana jusqu'au sud, là, jusque vers Ouvira là-bas. Mais ces FDLR ils sont où? Ils sont au Congo central, dans le Bandundu. Donc vous comprenez que moi je m'insurge en faux. Notre gouvernement n'aurait pas dû accepter cette histoire-là. Parce que pour moi, c'est un prétexte qu'utilise le Rwanda pour faire la guerre au Congo. FDLR. Et maintenant, si nous réfléchissons un peu plus calmement, ces FDLR-là, depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 31 ans. Donc, si vous prenez même les FDLR le plus jeune qui avait 18 ans, eh bien, il n'a pas moins de 50 ans. Alors, ces FDLR qu'on nous chante jour et nuit, qui mettraient en danger le Rwanda, ils sont où? Ils ont quel âge? Ils ont quel armement? Et depuis 1994, jamais moi je n'ai entendu que les FDLR ont attaqué ne fût-ce qu'une petite ferme au Rwanda, ne fût-ce qu'un petit village au Rwanda. Alors pourquoi nous sommes tombés dans ces panneaux pour dire nous hébergeons des FDLR qui insécurisent le Rwanda? Certains disent que c'est pour vider ce prétexte-là, afin que le Rwanda vienne nous démontrer. Non, c'est un prétexte qui ne sera jamais vidé. Parce que regardez, tout récemment, après la signature par le ministre des Affaires étrangères le 27 juin, si je ne m'abuse, au mois de juillet ou août, la République démocratique du Congo a invité le Rwanda pour qu'ensemble, qu'on puisse aller traquer les FDLR. Le Rwanda a dit non, nous ne viendrons pas, ce n'est pas notre responsabilité. Vous comprenez? Ils ont dit qu'ils ne participeraient pas à la traque des FDLR. Bon, vous qui prétendez qu'il y a des FDLR ici, vous qui savez où ils sont, vous qui vous plaignez de la présence de ces gens ici, on vous invite, venez avec nous, on va aller les traquer, vous refusez.
Cela veut dire quoi? Ainsi que pour moi, c'est un simple prétexte. C'est un prétexte. Et autre chose dans cet accord-là. Oui. Nous sommes agressés. Toutes les organisations internationales, les Américains, les Européens, ils ont reconnu qu'il y a des troupes rwandaises au Congo, même l'ONU. Mais dans cet accord-là, on utilise un euphémisme. On dit, ce sont des mesures de défense. Des mesures de défense que le Rwanda a prises. Vous prenez des mesures de défense en envoyant vos militaires dans un pays étranger. Quels sont ces pays-là, européens ou les Américains, qui peuvent accepter que, par exemple, pour les mesures de défense d'un pays occidental, qu'un autre pays aille mettre ses troupes dans son territoire? Quel est ce pays qui va accepter ça? Ils disent qu'il y a la résolution 2773 qui est également contenue dans cet accord, qui impose au Rwanda d'arrêter de soutenir... Mais est-ce que cette résolution a déjà été appliquée? On n'applique pas. On l'applique pas. Et on ne l'applique pas pourquoi? Parce que les grandes puissances ne veulent pas. Moi, je l'ai toujours dit sans embâche. Les Américains, ils soutiennent le Rwanda. Tous ces gens qui sont venus nous endormir ici soutiennent le Rwanda. Voilà pourquoi on n'applique pas cette résolution. Pourquoi le Rwanda? Qu'est-ce qui expliquerait? Mais c'est les chouchous des Occidentaux. C'est les chouchous des Occidentaux. Oui, mais nous voilons faire la face. C'est ça le problème. Nous voilons faire la face. Parce que les armes qu'utilise le Rwanda pour faire la guerre, ça vient d'où? Ça vient du Qatar, qui est venu nous endormir ici. J'ai vu des Congolais très contents là. Ah, Émir Aye. Mais c'est l'émir du Qatar qui arme le Rwanda. Est-ce que les Congolais se posent cette question-là? Vous voyez comment nous sommes naïfs? Hein? Le Qatar arme le Rwanda, le Qatar arme les forces là d'intervention rapide au Soudan, le Qatar arme le rebelle au Yémen là-bas. Et nous pensons que le Qatar, ce sont des gens de bon cœur, hein? Ce sont comment je dirais, des acolytes là, hein, qui sont là pour venir prier pour nous. Non. Et ils viennent ici pour leurs intérêts. Même quand vous avez vu, le chef de l'État est parti au Qatar là-bas. En fait, le Qatar préserve ses intérêts au Rwanda. Parce que moi, je l'ai toujours dit sans embâche, le minerai qu'on nous pille ici jour et nuit. Mais ça part où? Ça profite à qui? Ça profite aux Occidentaux. Oui, parce que, regardez, si vous faites la réflexion profonde, vous verrez que c'est même l'Union européenne qui est à la base de cette guerre que nous vivons aujourd'hui. Mais la même Union européenne... Cette Union européenne ici. Il ne manque pas de condamner le Rwanda. Oh, mais ça c'est pour nous endormir. Et nous, comme nous aimons bien croire aux paroles vides, eh bien, rapidement on applaudit. Attendez. L'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda, qui n'est pas encore abrogé jusqu'à l'heure où nous parlons ici. Cet accord demande au Rwanda de fournir de minerais stratégiques à l'Union européenne. Or, les Occidentaux savent que ces minéraux-là n'existent pas au Rwanda. Mais l'Union européenne a signé avec le Rwanda un accord pour que le Rwanda nous fournisse de minerais stratégiques. Tout en sachant qu'au Rwanda, sur le sous-sol rwandais, il n'y en a pas. Donc, oui. Ils l'ont poussé à venir piller. Faire la guerre et piller. Parce que 3 mois après la signature de cet accord-là, avec le Rwanda, la guerre a commencé. Pourquoi tous ces États ne viendraient pas directement négocier avec le Congo au lieu d'aller vers le Rwanda qui devient comme un sous-traitant? Bon, moi je pense que nous négocions mal. Je pense que c'est ça. Nous négocions mal. Nous ne sommes pas crédibles. Parce que moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui détient les matières dont vous avez besoin, vous ne voulez pas traiter avec cette personne-là, vous allez traiter avec un voisin pour qu'il vienne voler pour vous. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit nous ne sommes pas crédibles, soit nous négocions mal, n'est-ce pas, nos accords avec les autres. C'est ainsi qu'ils préfèrent aller négocier avec un revendeur, un fraudeur. C'est plus facile. Donc, nous devons revoir toute cette politique-là
comment nous faisons, comment nous négocions nos accords, comment nous vendons nos intérêts. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans un monde où presque tout sera électrique. L'Union européenne a pris une résolution en 2035. Tous les véhicules qui circulent dans l'Union européenne doivent être des véhicules électriques. Plus de véhicules au fioul, plus de véhicules à l'essence. Or, jusqu'aujourd'hui, la RDC détient pratiquement 90% du cobalt mondial. Nous sommes les premiers producteurs mondiaux du cobalt. Donc c'est très important. Pour avoir des batteries, il faut avoir du cobalt. Il faut avoir du lithium. Et c'est pour ce lithium qu'on nous tue à l'est là-bas. Alors, comment nous ne pouvons pas bien négocier avec ces gens pour qu'ils arrêtent la guerre, pour que ces multinationales occidentales qui financent même cette guerre arrêtent, qu'ils viennent négocier avec nous ici. Qu'ils viennent installer des usines de montage de batteries ici. Vous exploitez le cobalt, vous exploitez le lithium, vous montez les batteries ici au Congo et nous exportons des batteries made in DRC. Vous avez certainement suivi l'homélie de Monseigneur Fulgence Muteba Lubumbashi, qui est président de la CENCO par ailleurs. Lui qui a parlé d'un accord de 99 ans, un accord qui brade les ressources naturelles au profit des États-Unis d'Amérique. Vous l'avez suivi également, vous avez lu l'accord. Oui. Le gouvernement a démenti formellement ce que Monseigneur Muteba a dit par le ministre Mouyaya. Quelle est votre lecture par rapport à ce que a déclaré Monseigneur Muteba? Bon, le gouvernement, il va toujours nier. Mais moi, oui, depuis le mois de juin, disons, je peux même prendre début juillet, dès que cet accord avait été signé avec les ministres, j'avais émis mes réserves. J'avais déjà fait des critiques sur cet accord-là. Les jours où le président signait les 4, j'étais sur un plateau de télévision, j'ai critiqué ces accords. Mais qu'est-ce qui vous rend aussi sceptique, Maître Kyunga? Parce que, selon le gouvernement, c'est un accord qui viendra aussi non seulement ramener la paix, mais également rapporter la prospérité et le développement dans la sous-région du Grand Lac. Bon, je ne sais pas, mais j'ai dit que cet accord-là a beaucoup de faiblesses. L'une des faiblesses que j'avais déjà évoquée depuis longtemps, les gens ne m'ont pas cru, mais les événements aujourd'hui me donnent raison. Dans cet accord-là, il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Il n'y en a pas. On a dit que le contrôle devait être fait par la CIRGL, l'EAC et toutes ces organisations inutiles ici. Dans le genre, il y a une force ici occidentale qui était ici il y a quelques années, j'ai perdu le nom là. Les Occidentaux avaient fait une brigade là, qui était venue ici. Le nom m'échappe. C'est une force pareille qui peut contrôler si les différentes parties appliquent l'accord. Mais on a signé un accord sans organe de contrôle. Rien du tout. C'est une faiblesse. Je l'avais déjà dit depuis plusieurs mois. La conséquence est là. Bon, on signe l'accord, je crois une semaine après, Ouvira tombe. Et puis, bon, les rebelles disent qu'ils ont quitté Ouvira. Qui va vérifier ça? C'est ça le problème, qui vérifie ça? Il faut qu'il y ait une force tampon ou une force neutre, bien équipée, pour faire toutes ces vérifications. Est-ce que vous êtes retiré de tel, est-ce que vous avez pris notre localité? Mais personne ne contrôle personne. Donc, on fait un accord entre belligérants et puis personne n'est là pour vérifier. Conséquence, l'accord est en train d'être violé tous les jours. Beaucoup ont comparé cet accord avec les États-Unis, avec l'accord qu'on avait signé avec les Chinois, qui a donné naissance à Sicomine. Vous avez essayé de comparer les deux accords? Parce que celui-là, on l'appelait déjà Léonin à l'époque, et celui-ci, il est presque de même nature. Bon, je ne sais pas trop si l'accord avec la Chine, on peut vraiment l'appeler des Léonins. Je ne sais pas. Parce que l'accord que nous avons signé avec la Chine, c'était un accord, pour moi, j'estimais gagnant-gagnant. On a créé ces communes, 50%, 50%.
et avec ce que les Chinois ont investi, n'est-ce pas, dans cette histoire-là, ils récupèrent ça en termes de minerais, mais ils ont fait des travaux ici. Mais les 5 chantiers de l'ancien régime, si ça peut marcher, c'est grâce à cet accord. 5 chantiers au marché. Mais nous avons vu des signes, non? Nous avons vu des choses palpables. Nous avons vu des choses palpables. Aujourd'hui, cet accord a été renégocié, je crois, pour 7 milliards de dollars. Nous voyons les travaux. Vous comprenez? Mais bon, regardez un peu cet accord des Américains. Déjà, on dirait que Trump s'en moque. On dirait qu'il même il se moque de nous. Il dit, ils sont venus me supplier de venez prendre les minéraux, donnez-nous la paix. Il dit, ah oui, on va faire de l'argent, on va faire de l'argent. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il est principalement homme d'affaires, secondairement homme politique. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Donald Trump, c'est les affaires, c'est ça qui l'intéresse. Vous ne croyez pas que Donald Trump puisse, avec l'influence des États-Unis, puisse imposer la paix dans la région des Grands Lacs? On l'a vu avec le retrait des M23 de Uvira, comme il l'a annoncé. C'est la pression américaine, selon certains canaux diplomatiques. Vous savez, cette guerre, si les Américains n'en voulaient pas, elle n'aurait même pas dû commencer, ou elle aurait fait une semaine. Vous voyez? Mais c'est tous ces gens-là qui sont derrière cette guerre. Les Américains. Oui. Parce que ça leur profite. Qui bénéficie de toutes les matières premières qu'on exploite à l'Est? Il y a la Chine aussi qui... Non. La Chine... Les matières premières qu'on exploite à l'Est vont en Occident. Ce sont les multinationales américaines qui profitent de ça. Vous n'avez pas suivi la plainte du Congo contre Apple? Cette plainte-là n'a même pas abouti. Vous voyez ça? Ce sont eux qui prennent ces coltans et tout pour fabriquer les smartphones, les ordinateurs et tout ce qui vient de nous vendre ici. Donc, ils sont en train d'acheter de minerais de sang, violant leurs propres règles. Or, il y a des règles internationales dans lesquelles il fallait, pour chaque minerai, il faut qu'il y ait traçabilité. Mais nous avons l'initiative ITA. Est-ce que c'est respecté? Ils savent que ça vient de minerais de sang à l'Est, mais comme ça tombe dans leurs entreprises, ce qui les intéresse, que leurs entreprises soient florissantes, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de vous pouvez mourir par millions, ça leur fait rien. C'est pas leur affaire. Maître Kyunga, il y a au niveau interne les confessions religieuses, notamment la Cinco et l'Église du Christ au Congo, qui suggèrent un dialogue en interne, un dialogue inclusif pour mettre fin à ce qui se passe dans la partie orientale du pays. Connaissons déjà cette velléité à piller nos ressources naturelles par le Rwanda, notamment soutenu par les Occidentaux. Est-ce qu'un dialogue en interne peut être une solution à ce problème? Bon, moi, je ne me démentirai pas, je ne me contredirai pas. Oui. Depuis que la rébellion a commencé à Bunagana, moi, je plaide pour le dialogue. Pourquoi? Inclusif. Pourquoi? C'est la seule voie qui peut nous ramener une paix en ce moment. Comment ça peut se passer? Je comprends que beaucoup d'amis, avec des réactions épidermiques, disent non, on ne peut pas négocier, on a trop négocié, on a trop dialogué. On n'a jamais trop dialogué dans la vie. Mais moi, ce que j'ai toujours soutenu, les dialogues inclusifs. Oui. Mais les chefs de l'État pratiquement venaient de soutenir ce que moi je dis. Comment? Les chefs de l'État venaient de me rejoindre dans ces dernières déclarations. Quand le président de la République dit que la cohésion nationale est primordiale, que l'unité nationale est inéluctable, mais ça veut dire quoi? Comment aurez-vous la cohésion nationale si vous ne vous mettez pas autour d'une table pour parler à cœur ouvert à votre compatriote? Donc, vous voyez que toutes les voies, ça mène au dialogue. Et moi, je suis juriste.
Et je suis juriste dans le sang. Nous, juristes, nous disons ceci. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Mais Maître Kiunga, est-ce que le dialogue... En politique, oui. Permettez, en politique, j'ajouterai Oui. qu'une mauvaise négociation vaut mieux qu'une guerre. Ça, il faut que les gens le retiennent. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Tout juriste connaît ça. Oui. Et en politique, moi, je dirais, un mauvais arrangement ou un mauvais dialogue vaut mieux qu'une guerre. Maître Kiunga, vous avez dénoncé la volonté des États-Unis, de l'Union européenne, qui passe par le Rwanda pour nous faire cette guerre et nous piller. Par quel mécanisme le dialogue ou la cohésion nationale en interne peut arrêter cette volonté des États-Unis de pouvoir atteindre leur objectif, de piller les cobaltes notamment pour leur voiture électrique? Vous savez, je vais ramener les Congolais dans la parole de Dieu parce que nous, on aime trop prier. Dans la parole de Dieu, on dit que oui. Un royaume qui est divisé en lui-même va se détruire. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions dans notre pays. Beaucoup. Oui. Le pays est divisé. Les hommes politiques sont divisés. La population est divisée. Il faut créer la cohésion nationale. Je ne cesse de le dire. Arrêtons cette histoire de va-t-en-guerre. Arrêtons cette histoire de se donner bonne conscience. Arrêtons cette histoire de triomphalisme. Mettons-nous autour d'une table. Aplanissons nos divergences et nous serons forts. Parce que si les Congolais sont unis, l'ennemi ne passera pas. Les ennemis du Congo utilisent les divergences entre Congolais. Les divergences. Suivez les déclarations de tous ceux qui ne sont pas en harmonie avec le régime en place. En fait, ce sont ces divergences-là qu'ils utilisent ou qu'ils amplifient pour justifier la guerre. Ce sont les divergences. Et ceux qui veulent mettre le Congo à genoux, ils utilisent ces divergences-là. Ils viennent vous voir. Ah, monsieur, mais vous avez telle difficulté, vous, n'est-ce pas, on vous a brimé, on vous a privé de ceci, on vous a privé de cela. Nous, on peut vous aider, comme ça, vous allez revendiquer vos droits. Et facilement en temps. Mais si nous sommes unis en interne, en tout cas, l'ennemi ne passera pas. En 30 ans de guerre, il y a eu déjà des dialogues, hein, Maître Kiunga. Oui, on a eu mais San en City, 30 ans de guerre, on a eu toutes les fois qu'il y a eu des guerres ici, on a toujours utilisé les divisions internes. Tout simplement. Mais est-ce que les dialogues... Regardez à l'époque de l'AFDEL. Oui. Pourquoi l'AFDEL est arrivé? Parce que quand nous sommes allés à la conférence nationale souveraine, il y a eu un processus démocratique qui avait été décidé. Oui. On aurait dû faire les élections en 92, si les élections ne sont pas arrivées. Bon, les politiques à l'époque ont continué à entretenir un flou. Finalement, beaucoup de Congolais zaïrois à l'époque étaient fatigués, étaient mécontents de la classe politique. Et pouf, un troisième larron est sorti de l'ombre. Et on l'a utilisé pour venir s'attaquer au pays. C'est ça, des divergences. Tout comme aujourd'hui, ce sont les divergences. Que dites-vous à ceux qui disent que c'est par ces dialogues que nous tombons dans les infiltrations, les mixages, le brassage, qui sont les venins, le lit qui prépare d'autres rébellions demain? Non, ça c'est un faux argument. C'est un faux argument. Parce que compromis n'est pas compromission. C'est ça. Compromis n'est pas compromission. Mais est-ce que Qui a dit que si on fait un dialogue, on va tout accepter? Il y a des choses qu'on va accepter, il y a d'autres non.
Vous comprenez? Dans un dialogue, on harmonise le vu. Mais c'est pas pour ça qu'on va vendre son âme. Mais au moins, dans un dialogue, on a la latitude d'écouter tout le monde, d'écouter les revendications et d'aplanir ces divergences. Parce que s'il n'y a pas de divergence en interne, comment l'ennemi va pénétrer? Quel argument il va utiliser? Chaque fois qu'il viendra, il va rencontrer une divergence et une résistance. Vous voyez ça? Parce que pourquoi l'AFDEL à l'époque a circulé comme dans du beurre? C'est parce qu'en interne, les gens étaient déjà fatigués du régime Mobutu. Le régime était miné. Bon, partout l'AFDEL est passé, les gens disaient venez, venez, venez. Même ici, on voyait des gens qui faisaient des interviews sur TV5, la population, venez, venez, boya qui ça. Pourquoi? Parce que les gens en avaient marre. Mais s'il y avait une cohésion en interne, eh bien même l'AFDEL aurait des difficultés pour avancer. Donc, moi je pense que nous ne perdons rien à nous asseoir autour d'une table et de parler. Parce qu'aujourd'hui... Ça m'a fait un 30 ans de guerre. Mais attendez, quand nous sommes allés à Sun City, il y avait 5 ans de guerre, non? Nous sommes allés à Sun City. C'est avec Sun City qu'on a eu la transition de 2001 à 2003. C'est avec Sun City, non, pas 2003 à 2006. C'est avec Sun City qu'on a eu la Constitution, qui nous régit actuellement. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont frileux du dialogue. Ils sont frileux du dialogue, pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont frileux du dialogue, ce sont ceux qui pensent que si on faisait un dialogue, il y aura d'autres forces politiques qui vont rentrer sur les champs politiques et ils vont se partager le gouvernement et que d'autres perdaient leur poste. C'est seulement ça la peur. Moi, je ne vois pas le pourquoi. Quel est votre avis par rapport à cette déclaration du député national Paul Tshilumbu, UDPS? Il dit ceci: aucune élection ne sera organisée tant que la guerre fera rage dans l'est du pays. Non, c'est une déclaration qui n'a aucun fondement juridique. C'est un juriste qui parle comme ça. C'est très malheureux et responsable dans une institution. Non, lui c'est Paul Tshilumbu. Paul Tshilumbu, c'est pas pour... C'est pas le vice-président? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Lui, c'est Tshilumbayi et Tshilumbu. Tshilumbu. Oui. Bon, ça, c'est une déclaration politique. Il veut certainement faire plaisir aux membres de son parti et à son mentor. Mais la constitution du pays a prévu des cycles. 5 ans. 5 ans. À ces cycles-là, il doit y avoir élection. Mais maître, on fait comment? Parce que si on suit ce genre de déclarations, nous verrons dans ces pays des dirigeants politiques qui vont commencer à alimenter des rébellions quand ils sont fin mandat. Ils vont alimenter des rébellions pour justifier la non-organisation des élections. Nous avons fait des élections en 2023 ici. Est-ce qu'il y a eu des élections dans certaines parties à l'Est? Non. Vous savez qu'il y a certaines contrées qui n'ont pas fait des élections. On a reconduit les anciens députés qui les représentent au Parlement. Même en 2018, on n'a pas eu d'élection à Maïndombe et je crois dans une partie de l'Équateur. Mais il y a eu élection. Donc, qu'on ne puisse pas chercher à berner les Congolais. On peut aller aux élections sans Goma, sans Bukavu, sans Rutshuru, sans... Mais ce n'est pas une première. Quand on est parti aux élections en 2018 sans les Maïndombe et je crois le Mongala ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui sont morts. Pourquoi aujourd'hui on ne les référait pas? En 2023 ici, on a fait la même chose. Il y a certaines parties où il n'y a pas eu des élections. Et la guerre n'était pas aussi intense. Selon certains diraient que c'était pas la même intensité. Cette justification-là, pour moi, elle n'a pas de fondement. Il faut qu'il y ait élection en 2028. On doit changer la classe politique. Il faut qu'il y ait élection. C'est ça, les règles démocratiques que nous nous sommes données. Il ne faut pas de prétexte comme ça, il y a la guerre. Parce que finalement, nous risquons de voir des gens ne pas faire des efforts pour que la guerre se maintienne, pour justifier la non-élection. Certains cadres de l'UDPS évoquent, je l'ai noté, l'arrêt Airconst 262 du 11 mai 2016, où la Cour disait que le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu en vertu de la continuité de l'État. Au cas où il n'y a pas élection,
cet arrêt ne sera-t-il pas comme fondement juridique? Mais attendez. Vous savez, quand les gens ont des idées derrière la tête, ils s'arrangent toujours pour faire des choses. Parce que j'ai entendu même un homme politique raconter une histoire pour dire « Ah non, le président n'a plus de mandat, il a maintenant une mission. » Oui, monsieur José Mpanda, ministre de Postes. Moi, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Une mission n'est pas limitée dans un mandat. Ça va au-delà. Je ne sais pas. Donc, vous voyez comment la classe politique de notre pays, c'est une classe politique qui nous mène au rabais. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Nous avons opté pour la démocratie. Eh bien, respectons cette démocratie-là au fond. Si nous ne voulons plus de la démocratie, instaurons la dictature. Comme ça, nous saurons tous que nous sommes dans la dictature. Mais il ne faut pas qu'on fasse semblant. Dans quel pays vous avez entendu de telles déclarations? Que des hommes politiques qui ont été élus, ils n'ont plus de mandat, maintenant ils ont des missions. Mais même le Christ n'a eu qu'une mission de 3 ans, il est parti. Hein? Le Fils de Dieu, il a eu une mission éternelle. Il est venu après 3 ans de prédication. Il est mort, il est rentré chez son père. Donc, arrêtons cette histoire de vouloir, c'est pas moi, chercher à flatter les chefs de l'État, hein, à dire des choses. Le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Parce que ce que certains collaborateurs du président font, ce sont des choses qui font mal au président. Qui font mal au président. Donc, le président n'a pas besoin de ça. Le président, moi je ne sais pas si les gens vraiment ils le suivent. Vous vous rappellerez, une fois il était, je crois en Belgique, en Occident, il a dit, mais ce travail, c'est un travail vraiment fastidieux. Je ne sais pas comment un homme normal peut faire plus de 2 mandats. Il dit, je suis à mon premier mandat, mais je sens que je suis presque épuisé, et il faut que, à un moment, je me repose pour m'occuper de ma famille. Est-ce que les gens ont oublié cette déclaration du chef de l'État? Il avait dit. Donc, on fait dire au chef des choses que lui-même n'a pas dites. Jean-Marc Abound pense que cette guerre est un prétexte que le pouvoir veut utiliser pour organiser peut-être plus tard un dialogue et aboutir sur un glissement comme ce fut le cas en 2016. Votre avis? Non, les dialogues, il ne faut pas les ramener à plus tard. Les dialogues, il faut les ramener maintenant. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut enlever les prétextes aux gens. Le prétexte. Parce que quand vous suivez ceux qui sont dans la rébellion, ils ont leurs arguments. Ils avancent. Oui. Il faut leur enlever ces prétextes-là. Vous avez fait la rébellion pourquoi? Pour ça. On est autour d'une table. Ok. À telle revendication, voici la réponse. À telle revendication, voici la solution. À telle revendication, voici la solution. Comme ça, on va voir qui va encore faire la guerre. Parce que si vous dites que vous avez fait la guerre, parce que, comme le tout dernier qui vient de partir là-bas, qui a dit qu'on a bloqué ses émoluments pendant 8 mois, on a ravi son passeport, tout cela, et on est allé les visiter à la maison. Bon, c'est vrai, c'est une frustration. Bon, mais est-ce qu'on ne peut pas régler ça autour d'une table? Tu revendiques tes émoluments? Ok, reviens. Bon, voici tes émoluments qu'on avait retenus. Voici ton passeport. Bon, maintenant tu réclames encore quoi? Donc, vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut régler calmement autour d'un dialogue inclusif et sincère. Mais j'ai toujours dit ceci. Au-delà des dialogues que nous pouvons faire inclusifs, le Congo doit organiser son armée. Nous sommes un pays appelé à une vocation de puissance. Nous sommes en fait une puissance potentielle. Parce que la puissance d'un État se mesure par sa population, par sa dimension, sa superficie, par ses richesses. Et nous sommes une puissance. Nous sommes le 2e pays le plus riche du monde, potentiellement. Nous sommes le 2e pays ou le 3e le plus peuplé d'Afrique. Nous sommes le 2e pays le plus grand d'Afrique. Donc, nous avons une vocation de puissance.
Mais pour asseoir cette puissance-là, aujourd'hui, il faut une armée forte et dissuasive. J'ai toujours paraphrasé le président Macron, oui, qui en réalité a parlé de ça après moi. Mais bon, comme lui est chef de l'État, il s'est fait bien entendre. Il a dit une chose lors de leur fête nationale en 2025, ici au mois de juillet. Il a encore répété tout dernièrement. Il a dit ceci. Oui. Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Tant que nous ne serons pas puissants, on se moquera de nous. Il y aura toujours des velléités. Aujourd'hui, nous parlons Rwanda. Demain, ce sera l'Angola. Après, demain, ce sera le Congo-Brazza. L'autre fois, ce sera la Centrafrique. Parce que ce que les Congolais ignorent, que étant les pays les plus riches d'Afrique, potentiellement, et les plus riches d'Afrique centrale, il y a des velléités de toutes sortes pour faire main basse sur nos richesses. Aujourd'hui, l'eau est en train de s'épuiser en Afrique. Or, nous sommes le pays les mieux lotis en hydrographie. Oui, les vous rivières, avez suivi, les lacs, les fleuves. Il y a quelques années, le Tchad avait demandé qu'on puisse mettre un pipeline de Kisangani jusqu'au Tchad. Et là, ils ont demandé calmement. Mais si demain, il n'y a plus de gouttes d'eau dans tous ces pays qui sont au nord, ils viendront chercher cette eau-là avec des armes. Ils viendront avec des armes pour chercher l'eau. Est-ce que le Congo se prépare? Nous sommes là en train de rêver, en train d'applaudir n'importe quoi. C'est ça le danger. Donc, moi, je me suis toujours posé des questions. Est-ce que dans ce pays ici, est-ce qu'il y a des groupes de réflexion stratégique qui sont quelque part tassés dans l'ombre, qui réfléchissent pour le futur du Congo dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans? Est-ce qu'il y en a? Je me suis toujours posé cette question-là. Parce que moi, je fais ce type de réflexion. Qu'est-ce que le Congo sera en 50 ans, en 100 ans, en 200 ans, en 500 ans? Mais je me pose, est-ce qu'au niveau institutionnel, ce type de structure existe pour préparer les générations futures, pour préparer ceux qui viendront après nous, à faire face à tout ce qui va nous arriver? Parce que j'ai toujours dit que la RDC, c'est exactement comme un millionnaire qui va construire sa villa dans un quartier de pauvres, de démunis. Il est tout seul dans un îlot de pauvreté, il est là dans sa villa avec toutes les richesses possibles. Et tout autour de lui, c'est la misère. Tout ce qui l'entoure, le jour où il y aura la moindre étincelle, leur objectif sera rentrer dans la villa et se servir. C'est comme ça que ça se passe. Alors aujourd'hui, le pays qui nous environne ici, oui, ce ne sont pas des amis. D'abord, entre pays, il n'y a pas d'amitié. Nous devons faire très attention. Donc, nous devons avoir une armée forte et dissuasive qui fera que chaque fois que quelqu'un aura des velléités d'attaquer le Congo, il réfléchira par deux fois. Vous comprenez? Donc, nous devons créer l'industrie militaire. Il ne faut pas compter sur les armes qu'on nous vend. Parce que vous voyez ces Occidentaux, comment ils se moquent de nous. Quand ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vous mettent sous embargo contre les armes. Créons nos armes à nous, nous en sommes capables. Maître Kyunga, ça fait 7 ans que le président Tshisekedi est en fonction. 2026 sera la 8e année. On est à la fin, hein, on est en train de terminer, Maître Kyunga. Juste une question de savoir, selon vous, quelle est la plus grande, la plus grande réussite pendant ces 8 années que vous l'avez observé au pouvoir? Dans votre observation, quelle est la plus grande réussite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec tous ces gouvernements qui se sont succédés? Bon, moi j'avais épinglé seulement la prééminence qu'il a donnée à l'IGF pour contrôler. Mais depuis un temps, j'ai l'impression que l'IGF a disparu. C'est ce que je ne comprends pas. Vous voyez ça? Avec l'ancien inspecteur général, on a senti l'IGF partout, en tout cas les structures institutionnelles, tout ça là, les administrations, ils étaient inquiétés. Oui.
Bon, j'ai l'impression, c'est comme si, vous voyez, dans nos maisons, quand vous mettez des raticides, là, les produits contre les souris, là, Oui. souvent, les souris, après avoir consommé ces produits-là, d'ailleurs, ça c'est scientifiquement démontré, ils finissent par découvrir que c'est des raticides qui les tuent. Finalement, ils commencent à éviter les pièges. Vous pouvez mettre des raticides dans la maison. Vous vous réveillez le matin, aucune souris n'est morte, aucune souris n'a mangé ça. Parce que finalement, ils comprennent, non, ça c'est du poison. Alors, donc c'est comme si maintenant, il y a une convivialité entre l'IGF et les administrations. On ne sent plus, on n'entend plus ces contrôles-là qui étaient percutants. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut que, au niveau de la présidence, qu'on vérifie un peu. Parce que c'est pas seulement mon constat. Hein. Oui. C'est tout le monde qui constate que c'est comme s'il y a une léthargie au niveau du contrôle des finances publiques. C'est comme s'il y a une léthargie. Alors, or, la force d'un gouvernement ne peut venir que de l'argent. Bon, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, je dirais que il y a cette augmentation substantielle du budget de l'État. Bon, mais maintenant, à contrario, le budget a fortement augmenté, mais c'est comme si ce budget ne répond pas aux besoins du pays. Ça, c'est ce qui est contradictoire. Regardez maintenant là, je viens de suivre hier et aujourd'hui les fonctionnaires de l'État qui se plaignent de n'avoir pas été payés avant les fêtes de Noël ici. Ils se plaignent. J'ai vu une vidéo, c'est pas moi au ministère, je crois, de l'urbanisme, où les fonctionnaires étaient dans une bagarre pour récupérer du riz et du poulet. Mais est-ce que dans un pays qui se respecte, des choses pareilles peuvent être acceptées? Maître Kyungo, on est à la fin de l'émission, oui, on a compris, on a vu. Mais juste une dernière question, je vais permettre de demander à l'équipe de m'accorder juste une minute pour finir. Hein. Maître Kyunga, la plus grande faiblesse du président pendant toutes ces années, selon vous, et qui devra corriger rapidement? La plus grande faiblesse? Oui. Bon, moi je pense que il doit revoir la manière de choisir les collaborateurs, le casting de ses collaborateurs. Il doit revoir ça. Parce que ça, on en parle depuis le début de son mandat, enfin du premier mandat. Le casting. Le casting. On en parle depuis le début. Donc il faut qu'il soit un peu plus rigoureux, un peu plus regardant. Bon, c'est vrai, on peut avoir confiance à quelqu'un et puis après, vous constatez que ce que vous pensiez, ce n'est pas ce qu'on vous reproduit. Mais il faut rapidement sanctionner en changeant l'équipe. Parce que, à force de garder des canards boiteux, eh bien, les conséquences fâcheuses retournent sur le chef de l'État. C'est comme un entraîneur. Quand vous mettez des mauvais joueurs, quand il y a des défaites, on ne s'en prend pas aux joueurs, on s'en prend à l'entraîneur. Vous avez toujours vu que chaque fois qu'une équipe perd, l'entraîneur doit partir. Donc, le président doit revoir un peu le casting. Moi, quand le chef de l'État, dans son premier mandat, avait fait 2 ans au pouvoir, j'avais dit ceci sur un plateau. J'ai dit au chef de l'État, oui, monsieur le président, nous savons que vous venez de la diaspora, nous savons que pendant toute cette période, n'est-ce pas, d'opposition, beaucoup de personnes vous ont aidé, vous ont secouru, vous avez été redevable à plusieurs personnes, ça c'est vrai, mais je lui ai dit que vous avez payé votre dette. Vous avez même payé au-delà. 2 ans après, tous ces gens qui ont aidé le chef de l'État, ils ont été payés au centuple. J'avais demandé au président, en ce moment-là, pendant le premier mandat, qu'il prenne maintenant des experts, des gens qui connaissent, des gens qui ne viennent pas faire le stage à la tête des institutions. C'est-à-dire, quand on le nomme, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire.
C'est pas quelqu'un qui arrive là-bas et puis qui commence à demander ah bah ça non. Parce que regardez maintenant là. Bon, j'apprends qu'il y aura un gouvernement qui va venir bientôt au mois de février. Déjà, moi, je demande au chef d'État un gouvernement restreint. On n'a pas besoin de plus d'une cinquantaine de ministres qui tournent les pouces. Vous voyez ça? Il faut un gouvernement restreint, d'experts, des gens qui savent ce qu'ils veulent et des gens qui savent les objectifs à atteindre. J'ai vu un communiqué du Premier ministre qui demande à ce que chaque ministre puisse lui faire un carnet des objectifs de son ministère et tout ça, un calendrier, une planification de ce qu'il doit atteindre. Mais ça, c'est des choses que les ministres doivent faire au début quand ils entrent. Vous voyez ça? Bon. Mais généralement, beaucoup arrivent là-bas sans objectif. Merci beaucoup. Et puis, le président doit être sévère. Parce que, bon, nous constatons, certains ministres... Il ne faut pas oublier de frustrer aussi, hein, l'union sacrée. De ministère en ministère. Oui. Il a été dans tel ministère, il n'a produit aucun résultat. Il y a remaniement, il va dans un autre. Dans le deuxième ministère, aucun résultat, et puis il va dans un troisième. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a besoin que de cela? Moi, je pense que il y a beaucoup de Congolais qui ont de la connaissance, qui ont de l'expertise, que le président puisse recourir à cette expertise-là. L'expertise n'est pas seulement au sein de l'Union sacrée, l'expertise n'est pas seulement au sein de l'UDPS. Une expertise nationale, on peut la prendre n'importe où, même dans l'opposition, même dans la société civile. L'essentiel est que vous êtes aussi prêt à servir le président a avancé. Vous êtes aussi prêt à servir la nation? Mais je suis un expert, attendez, mais j'ai étudié pourquoi? C'est pas pour tourner le bouc, je suis un expert. Ça fait quand même 40 ans que je suis dans la vie professionnelle, donc moi, je ne suis pas tombé du ciel. Ça fait 40 ans que je suis dans la vie professionnelle. Exactement. Donc, quand je fais un travail, je n'apprends pas. Ça fait 40 ans que je travaille, moi. Depuis 85. Maître Silver Kyunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, analyste des questions d'actualité, surtout passionné par son pays, hein, comme Joseph Kabila, bien sûr. Il est aussi passionné pour le Congo. Merci beaucoup, Maître Kyunga, d'avoir été des nôtres. Merci aussi à l'équipe qui m'a permis de pouvoir présenter cette émission, Monsieur Gaëtan, Monsieur Johan et toute l'équipe. Merci, portez-vous bien et au revoir.